passerai la parole directement à ma chère amie, professeure Dini, pour nous parler de l'asthme de l'enfant en âge préscolaire. À toi l'honneur. Bonjour. Je remercie l'organisation pour l'excellent congrès qu'ils organisent à chaque fois. Donc, depuis que j'étais résidente, je n'ai jamais raté, presque jamais. Et donc, on m'a confié de vous parler de l'asthme préscolaire. Donc, cette session qui est soutenue par les laboratoires Sanofi, que je remercie. Donc, comme vous savez que l'asthme, comment ça passe? Donc, par là. Donc, nos consultations au quotidien, quelle que soit la spécialité, donc on est toujours confronté à ce genre de patient qui siffle. Donc, mon fils siffle, c'est les parents, il tousse, il ne dort pas bien, il est essoufflé, il est fatigué. Est-ce que c'est de l'asthme? Ne me dites pas que c'est de l'asthme. Est-ce que mon enfant restera toute sa vie asthmatique? Et rabouse, quand on propose de l'inhalatoire, rabouse, non, on a peur qu'il le rabouse. Alors donc, est-ce que effectivement un asthmatique un jour, asthmatique pour toujours? Pour nous les pédiatres, comment définir cette classe d'âge de l'asthme chez les préscolaires? Et on va voir que c'est très difficile. Quelle démarche diagnostique devant des symptômes suggestifs comme ça a été défini pour suggérer l'asthme? Comment les classer? Comment initier un traitement de fond donc chez cette catégorie? Et quels médicaments utiliser? Quelle méthode utiliser? Comment assurer le suivi? Donc, ce cas clinique d'Ayman, c'est les caricaturales. Donc, il consulte aux urgences pour une rhinorrhée, tout sifflement sans fièvre. En fait, depuis l'âge de 7 mois, à chaque début d'automne-hiver, il a présenté déjà 3 épisodes similaires avec un point d'intervalle et toujours lors d'un syndrome grippal, avec fièvre modérée, rhinorrhée claire, tout cesse, surtout la nuit, avec des sifflements qui s'améliorent ce traitement symptomatique après 10 jours. Donc, pour le premier épisode, ça, et pour les 2 derniers épisodes, donc il a quand même s'est amélioré. On a dû rajouter les corticoïdes avec bonne évolution. Il n'a pas eu d'hospitalisation, pas d'histoire néonatale, mais il tousse quand il pleure dans les périodes intercritiques et entre épisodes, il est asymptomatique, mais il garde quand même des symptômes intercurrents, notamment donc au moment des pleurs, des rires, de l'effort, donc il tousse. Donc, il était admis avec une saturation à 97%, avec des sibilants bilatéraux et symétriques. Il était eutrophe pour le poids, apéritique, avec un examen cardiovasculaire sans anomalie. Il a une petite dermatite atopique au niveau du visage. Donc, tout sifflement, c'est l'histoire des récurrences, surtout qui nous pose à penser au diagnostic d'asthme, c'est vrai. Donc, l'asthme qui est un support, c'est une maladie qui est inflammatoire, mais cependant, il est multifactoriel. Il a une prédisposition génétique, c'est l'atopie, qui est aggravée ou déclenchée par les facteurs de l'environnement, notamment les irritants, notamment la pollution, ou bien carrément les allergènes. Et il y a également d'autres facteurs endogènes, donc qui définissent l'endotype. Il y a toujours un terrain d'hyperréactivité bronchique et puis la réaction inflammatoire face à cet intrus qui est responsable de tout ce qu'on va voir et ce que vous voyez sur le schéma associé. Donc, c'est une histoire de bronchospasme parce que c'est ce qui est la conséquence de l'association de tous ces facteurs avec une inflammation bronchique entraînant un œdème pariétal avec une hypersécrétion muqueuse. Comme vous savez, chez les tout petits, ces phénomènes vont basculer et faire apparaître rapidement des symptômes de toux et d'oppression thoracique, surtout difficultés respiratoires, vu le diamètre des voies aériennes chez les tout petits. Les dernières études, ils ont bien montré l'implication de terrains génétiques pour favoriser certaines choses, notamment les sifflements précoces, persistants, et surtout, il y a eu même des mutations qui codent pour le gène au récepteur rhinovirus et qui est responsable d'exacerbations fréquentes chez l'enfant asthmatique, surtout chez les tout petits, et ce qui révèle en fait le diagnostic chez lui. Donc, l'implication génétique, en plus, donc tout ça,
donc, on va voir que la définition de Gina, qui était depuis 2014 jusqu'à 2024, toujours la même, c'est une définition qui est clinique. Donc, déjà, par rapport aux particularités physiopathologiques, on peut comprendre que l'asthme, c'est une maladie hétérogène. Il n'a pas la même présentation clinique chez les patients. Chaque patient a sa présentation. Et elle est caractérisée par une inflammation chronique des branches. Donc, elle est définie par des symptômes, notamment des sifflements, de toux, de dyspnée, d'oppression thoracique. Et ce qui est important, c'est que des symptômes, ils évoluent dans le temps. Ils apparaissent, ils disparaissent, et même dans l'intensité, ils peuvent être pas très graves et parfois moins graves. Là, il est associé à un autre critère fonctionnel, mais qui est retenu surtout chez les plus grands, notamment l'anomalie au niveau de l'exploration fonctionnelle respiratoire, qui va nous montrer une réduction variable des débits aériens expiratoires, chose qu'on ne peut pas faire malheureusement de façon générale chez le préscolaire, chez les moins de 5 ans. Pourquoi? Parce que c'est un examen généralement qui est effort dépendant, même s'il existe des plétissements pour les tout petits, pour les nourrissons, mais ça n'existe même à l'échelle internationale au niveau des grands centres hospitaliers à vocation pneumo-allergopédiatrique. Donc, l'histoire de l'asthme du nourrisson, c'est une histoire qui a toujours voulu l'unir à celle de préscolaire, et on va comprendre pourquoi. Parce que dans les années 80, on définissait l'asthme du nourrisson par rapport à un enfant qui fait plus de 3 épisodes, quel que soit l'âge, la cause déclenchante, avec ou sans atopie. Donc, ce sont des enfants qu'on traite on considère comme l'asthme du nourrisson. En 2009, donc ça a englobé également l'âge. Ça a étendu vers l'âge de 36 mois. Et puis jusqu'à maintenant, donc de 2018 jusqu'à maintenant, c'est l'asthme, on parle de l'asthme préscolaire jusqu'à l'âge de 6 ans. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que cette population, ils partagent les mêmes caractéristiques phénotypiques, c'est-à-dire ils sifflent, ils toussent au moment des épisodes d'infection virale. Et ce sont des enfants qui ont toujours en sursis sur leur tête, toujours le diagnostic différentiel des autres causes de sifflement chez cet enfant. En plus, donc, à chaque sifflement, ce sont des enfants qu'on traite par corticothérapie systémique. Donc, ils avaient une surcharge thérapeutique. Donc, ils étaient exposés au risque de surmédicalisation des symptômes transitoires viro-induits. Donc, il était nécessaire donc, de les inclure avec l'expérience du nourrisson donc, sur les 3 épisodes définis comme asthme. On a inclus jusqu'à 6 ans pour les mettre sous traitement de fond, même si on sait que dans la majorité des cas, seulement 40% vont être asthmatiques. Donc, Gina, c'est vrai que c'est une définition clinique basée sur la toux, les sifflements, respiration difficile. Mais est-ce que tous les enfants qui vont se présenter avec ces symptômes, on va les déclarer comme asthmatiques? Donc, il y a des caractéristiques cliniques par rapport à cette catégorie, à cette population, notamment par rapport à la toux. C'est une toux qui est récurrente chez les moins de 5 ans pour que ce soit fort probable en faveur de l'asthme. C'est une toux qui est récurrente et persistante, elle est sèche, qui n'est pas productive, elle est surtout aggravée la nuit et elle associe souvent à des sifflements. Et ces symptômes, ils apparaissent lors des rires, des pleurs, à l'effort. Et puis la respiration sifflante qui est également peut-être associée à la toux, qui a les mêmes caractéristiques que la toux qu'on a décrite. Le problème, c'est avec ces symptômes de toux et de sifflement, et s'y associe une respiration qui est difficile, qui apparaît surtout au cours de l'effort. Donc, tous ces symptômes vont malheureusement, forcément, ils vont affecter l'activité de ces enfants qui vont être moins actifs et plus difficiles c'est-à-dire à gérer leurs efforts par rapport aux autres enfants de leur âge. Ils ne vont pas jouer de la même manière et même pendant les promenades, ce sont des enfants qui vont être portés ou bien quand il y a une manifestation à l'école, à la récré, ce sont des enfants qui sont très gentils, ils vont s'asseoir sur les bancs à préférer regarder le spectacle. On les décrit d'ailleurs des enfants très gentils. Alors, tous ces symptômes, quand ils sont inscrits
dans un contexte d'atopie familiale, d'allergie familiale. Il y en a notamment au premier degré, maman ou papa allergique ou rhinitique, ou bien personne avec une dermatite atopique. Ce sont des éléments secondaires pour les orienter vers le diagnostic d'asthme. Alors, quand on a les symptômes de toux, de sifflement, de respiration difficile, avec le contexte qui sont peu suggestifs, mais sans que ce soit vraiment qui définissent l'asthme, comme ça a été défini par Gina, là, on va s'aider pour proposer un test thérapeutique par la corticothérapie inhalée 2 à 3 mois, et c'est l'amélioration de ce traitement et par la suite l'aggravation ou la réapparition de symptômes à l'arrêt qui va nous faire la preuve du diagnostic. Donc, pour résumer un petit peu, donc voilà, donc l'asthme est fort probable et défini de cette manière par Gina sur la recommandation 2024. Ce sont des symptômes de sifflement, de toux à l'effort, de rire, aux pleurs en absence d'infection respiratoire, d'asthme ou d'autres maladies allergiques chez les parents de premier degré, et surtout la réponse positive au traitement d'épreuves. Alors, malheureusement, tout ce qui siffle n'est pas asthme. Il y a certains éléments quand même qui viennent nous dire que peut-être qu'il s'agit d'autre chose. Rappelez-vous, on a toujours des enfants jusqu'à 6 ans. Il y a plein de pathologies qui peuvent survenir pendant cette période. Pour les symptômes respiratoires, quand il n'y a pas d'intervalle libre. Pour les maladies asthmatiques, on a toujours un intervalle libre. C'est-à-dire que c'est des symptômes qui apparaissent et qui disparaissent dans le temps avec des périodes asymptomatiques, sauf quand il y a des symptômes intercurrents au cours des efforts. Pendant l'été, donc les enfants asthmatiques, généralement, ils s'améliorent pendant l'été. Alors, pour la chronologie des symptômes, quand on a un enfant qui était bien, aucune histoire respiratoire jusqu'alors, et puis soit au milieu d'un repas, au milieu des jeux, il déclare un syndrome de pénétration, ou bien il va par la suite se succéder une histoire respiratoire. Il faut penser bien sûr au corps étranger. Et quand il n'y a pas de corrélation avec les infections respiratoires aiguës supérieures, c'est-à-dire rien qui le fait tousser, sauf s'il y a une infection respiratoire supérieure. Donc, alors lors des repas, de façon générale, à chaque repas, l'enfant va déclencher. Là, on va penser, par exemple, à la fistule oso-trachéale. Donc, pour les symptômes non respiratoires, et là, il faut vraiment penser qu'il y a des maladies qui sont génétiques, qui sont supposées être rares, mais ne sont pas si rares que ça, qui sont déclarées par la diarrhée chronique, par exemple, comme dans le cas de mycoviscidose, mais qui peut être également avec des symptomatologies respiratoires et des symptômes digestifs. Mais là, ça retentit nécessairement sur la croissance, alors que dans l'asthme, il n'y a pas de retard statural ni pondéral. Donc, il garde une croissance tout à fait normale. Quand on a des vomissements récurrents avec des symptômes respiratoires, comme ça a été décrit dans la définition d'asthme, il faut penser à autre chose que ça, donc notamment l'arc vasculaire. Donc, il faut faire un angioscan dans ce cas. Et puis, quand on a une histoire néonatale de souffrance, de détresse respiratoire soutenue, qui a été soutenue très longtemps par la ventilation artificielle, là, il faut penser à la bronchodysplasie. Quand on a un échec de traitement d'épreuve, là, il faut revoir nos diagnostics et penser que peut-être il s'agit d'autre chose. Donc, toujours garder en tête que tout ce qui siffle n'est pas d'asthme, ce n'est pas un adage qui est obsolète. La démarche diagnostique. La démarche diagnostique va baser sur, bien sûr, un certain examen complémentaire. Vous allez me dire, oui, devant tout sifflement et surtout la récurrence, il faut, s'il y a un examen clinique, enfin radio-clinique, je dirais, parce que la radio-thorax, c'est un examen clinique. C'est lui qu'on va demander en premier lieu, parce qu'on s'attend à ce qu'il soit normal. Dans l'asthme, il n'y a pas, normalement, on a juste les signes d'exacerbation, mais sans plus. Et puis, ça nous permet d'éliminer surtout les autres diagnostics différentiels dont on vient de parler. La radio-thorax, donc chez Ayman, donc c'est là. Donc, quand vous voyez le parenchyme, il est parfaitement normal, sauf les signes de surdistension. Et là, on va faire une enquête allergologique qui est basée sur la recherche de sensibilisation pour prouver l'origine allergique de ces symptômes respiratoires pour mieux corroborer notre hypothèse. Donc, généralement, donc, chez lui, c'était la sensibilisation aux acariens qui est le cas dans plus de 90% des cas, en tout cas selon la littérature, même pas en expérience. Donc, pour les diagnostics différentiels, quand on suppose des diagnostics, il ne faut pas, devant des toux, sifflements de récurrence, on ne va pas demander tout en un temps en vrac, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire des bilans orientés selon l'étiologie. C'est très important de connaître les causes les autres causes des sifflements récurrents ou permanents chez l'enfant. Donc, je passe rapidement pour être dans les temps. Il me reste 6 minutes. Vous m'avez donné combien ?
Normalement, j'avais préparé pour 30, donc je ne vais pas. Ça, je n'avais pas cette information. Je n'ai pas lu le WhatsApp de M. Attal. Je pensais qu'il a fait pour nous organiser par rapport à autre chose. En tout cas, donc je vais donc l'enquête allergologique, donc c'est très important. Donc je vais passer parce que c'est pas le but. Alors parfois, donc les idées ne sont pas très claires, même avec la présentation clinique. En tout cas, quand on a des enfants avec des présentations cliniques, ceux qui sont très jeunes, qui présentent des symptômes qui sont brefs et qui sont plus de courte durée, il n'y a pas de contexte d'atopie, ce sont des enfants, c'est-à-dire chez qui il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils soient asthmatiques. Alors que s'il y a des enfants qui ont une histoire qui se répète de tout, des sifflements, de respiration difficile, déclenchés par les infections virales ou pas, et qui sont surtout qui durent plus longtemps, plus de 10 jours, qui se répètent dans l'année plus de 3 fois, et surtout quand on a une atopie familiale chez ces enfants, ce sont des enfants qui vont certainement garder leur asthme. Donc voilà, donc plus les symptômes sont fréquents et importants, plus forte est la probabilité d'être asthmatique. Et c'était le cas de Ayman, donc on l'a pris comme un asthme préscolaire chez cet enfant et on va voir qu'est-ce qu'on va faire pour lui. Donc l'objectif de l'approche diagnostique, c'est surtout repérer les très jeunes enfants qui vont faire des symptômes brefs. Et qui peuvent par la suite peut-être pas s'inscrire dans le cadre d'un asthme qui nécessite une initiation au traitement de fond. Donc, il faut se poser pourquoi pour catégoriser cette population, ces enfants, pour initier le traitement de fond, pour choisir le médicament qu'elle a donné, comment et quel suivi. Donc, la décision de mise sur ce traitement de fond chez les enfants d'âge préscolaire, c'est des symptômes compatibles avec le diagnostic d'asthme, c'est-à-dire comme ça a été défini, soit c'est un enfant qui est connu asthmatique insuffisamment contrôlé, ou bien c'est des enfants qui ont fait plus de 3 exacerbations dans l'année. Donc, quand on a des symptômes, des enfants qui se présentent avec des symptômes peu compatibles avec le diagnostic d'asthme, on fait le traitement d'épreuve comme je l'ai décrit tout à l'heure. Donc, pour les choix des médicaments, donc, c'est le traitement préférentiel, c'est la corticothérapie inhalée par excellence. Pourquoi? Parce que la physiopathologie parle. Donc, il a été prouvé que c'est une maladie inflammatoire chronique. Donc, il doit être utilisé par inhalation ou par nébulisation, avec d'autres choix alternatifs, notamment les antileucotriènes et la corticothérapie intermittente dont on va parler tout à l'heure. Donc, l'objectif du traitement, c'est surtout amélioration des symptômes et surtout avoir une activité normale, donc avoir une vie normale. Et ce sont ces symptômes qu'on va vérifier quand on va initier le traitement. Donc, comment initier le traitement? Donc, déjà, je vous présente l'attitude là, ce sont les Anglais. Les Anglais, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils placent tous les enfants dans la même catégorie. Jusqu'à l'âge de 12 ans, ils proposent 2 choix thérapeutiques, la corticothérapie inhalée et avec l'alternative, les antileucotriènes, les corticoïdes inhalés qui augmentent par palier de très faible dose jusqu'à la forte dose. Donc voilà. Donc alors selon Gina. Alors là, ils identifient bien sûr l'intermittent et le persistant. Dans l'intermittent, il n'y a pas de traitement de fond. Alors le GINA, donc comme vous savez, le GINA, c'est le Global Initiative for Asthma. C'est la société en fait qui est la plus suivie, qui donne des recommandations pour la gestion de l'asthme à travers le globe, parce qu'elle donne des recommandations conditionnelles, contextuelles au maximum pour tout le globe. Donc là, il a proposé pour 2024, quand on initie le traitement, on doit l'initier au palier 2, selon des critères notamment. Donc, elle propose deux couloirs, le choix préférentiel et les choix alternatifs. Donc, pour le choix préférentiel, c'est surtout la corticothérapie inhalée, ou comme alternative les antileucotriènes. Et bien sûr, elle donne les sabats à tous les niveaux pour le soulagement rapide des symptômes. Donc, au niveau du palier 2, donc, ce sont des paliers de sévérité où on donne une pression thérapeutique selon le niveau de sévérité dicté par les symptômes pour avoir un contrôle. Et là, au niveau du palier 2, donc c'est là qui est compatible avec des symptômes en faveur d'un asthme et des symptômes non contrôlés ou 3 exacerbations, comme on l'a défini tout à l'heure. Là, on recommande la corticothérapie très faible dose à
dose quotidienne, c'est-à-dire tous les jours, donc pendant au moins 3 mois. Et comme alternative thérapeutique, les antileucotriennes. Alors, il y a une autre condition, situation auquel on initie le traitement, comme chez Ayman, c'est quand on a des symptômes non compatibles avec un asthme, mais des épisodes nécessitant le recours fréquent au bêta-2 mimétique, ou bien c'est des enfants qui font plus de 3 exacerbations par an. Là, le choix, qu'est-ce qu'on fait? On fait un test thérapeutique pendant 3 mois. Alors, donc pour le palier 1, ce sont les enfants, on a situé les enfants qui font des respirations sifflantes viro-induites. En fait, c'est cette catégorie qui nous concerne et qui est très fréquente avant de poser le diagnostic d'asthme préscolaire de façon catégorique. Donc, c'est des respirations sifflantes virales peu fréquentes et pas ou peu de symptômes en intervalle libre. Là, qu'est-ce qu'on fait? On propose la corticothérapie inhalée intermittente à chaque épisode viral. Et ça, c'est la nouveauté en GINA 2024 cette année pour la prise en charge palier 1 avant d'entamer le traitement de fond quotidien. Donc, voilà, les autres, on va parler des autres paliers. Là, ce sont les Américains. Enfin, ils étaient les premiers à parler de la corticothérapie intermittente. Pourquoi? Parce que déjà, ils identifient 6 paliers de sévérité. Donc, on a l'intermittent, on a les paliers de sévérité qui sont les persistants. En intermittent, elle recommande seulement les soulagements rapides des symptômes à chaque épisode par les bêta-2 mimétiques, mais il propose quand même en même temps la corticothérapie inhalée intermittente à chaque épisode viral. Et pour les autres, donc, elle propose bien sûr, ce qui est différent, elle propose bien sûr pour les autres paliers sans le niveau de sévérité, les corticothérapies inhalées quotidiennes et comme alternative thérapeutique les antileucotriens, seulement que chez eux, il est recommandé, ils recommandent l'association fixe à partir de 2 ans. C'est-à-dire corticothérapie inhalée associée au bêta-2 mimétique à longue durée. Donc voilà, je passe. Alors voilà, donc pourquoi j'ai fait ça? Donc voilà, donc c'était la nouveauté au niveau cette année par rapport à la corticothérapie inhalée au niveau palier 1. Donc, quel est l'intérêt de la corticothérapie inhalée intermittente? En fait, elle est recommandée pour les tout petits, 2 ans, 4 ans. Donc, c'est une recommandation chez ce qu'on appelle les siffleurs récurrents. Et ça, c'est fréquent. Et il a été défini, les wheezing récurrents, siffleurs récurrents. Donc, ce sont des enfants qui ont sifflé jusqu'à l'âge de 4 ans, pendant leur vie, c'est-à-dire de 2 ans à 4 ans, ils ont fait 3 épisodes de sifflement, ou bien dans l'année, ils ont fait 2 épisodes de l'année. Donc, ils sont définis comme des wheezing récurrents. Et chez eux, donc, on indique la corticothérapie inhalée, 7 à 10 jours associée au SABA pour le soulagement rapide des symptômes. Donc, qu'est-ce qu'on propose comme thérapeutique et ce qui est disponible au Maroc? En tout cas, on n'a que la budesonide, le pylmicort, en utilisation à dose forte, à 0,5 mg matin et soir, ou la fluticasone à forte dose aussi, jusqu'à 750 microgrammes. C'est énorme, matin et soir, mais pour courte durée, avec recommandation de surveiller la croissance, c'est-à-dire c'est une recommandation palier 1, c'est-à-dire tant qu'ils sont palier 1, quand ils se dépassent. Donc, quand ils rentrent dans la définition de la sévérité des symptômes qui le classe en palier 2, il ne faut plus passer, c'est-à-dire utiliser cette corticothérapie inhalée et se rendre sous corticothérapie quotidienne. Il faut bien garder cette notion en tête. Donc, parce que les parents, parfois, 4, 5, 6, non, et donc c'est une recommandation palier 1. Là, donc, déjà, donc, la corticothérapie inhalée par le budesonide, elle a déjà montré ses preuves par rapport à certaines situations, notamment dans la supériorité, enfin, ils sont au moins aussi efficaces que la corticothérapie quotidienne quand on donne en intermittent. Et puis, donc, la voie inhalée, on le sait, chez les tout petits, c'est très difficile de leur appliquer le masque, ou bien la chambre d'inhalation plutôt, pour inhaler les corticothérapies inhalées quand on la recommande. Donc, c'est plutôt très facile, l'immobilisation chez les tout petits, parce qu'il y a une meilleure déposition du produit au niveau des voies aériennes. De même que la corticothérapie
corticothérapie inhalée par le budesonide peut remplacer même la corticothérapie systémique lors des exacerbations. Ici, elle a démontré même le raccourcissement du durée de l'hospitalisation quand on met les enfants sous corticothérapie inhalée au lieu de la systémique. Donc, Gina recommande bien sûr maintenant en 2024 les faibles doses. Et là, donc, le suivi, donc, il ne faut pas laisser les enfants comme ça avec des corticothérapies inhalées en long cours sans surveillance. Au moins après 3 mois, donc, il faut exiger au moins 3 mois de traitement quand on initie le traitement de fond. Il faut toujours évaluer sur un cycle continu, c'est-à-dire on évalue après 3 mois et on évalue sur les 4 dernières semaines. Donc, pour poser des questions, s'il a fait des symptômes diurnes, nocturnes, des réveils nocturnes, est-ce qu'elle fait utilisation des bêta-2-mimétiques, on surveille de près. Et là, quand on a 2 items, oui, donc c'est les partiellement contrôlés. Si elle répond non à tous les items, il n'a fait aucun des symptômes parce qu'il est bien contrôlé. Donc, si elle répond bien sûr oui à tous les items, ça veut dire qu'il n'est pas du tout contrôlé. Après la vérification des symptômes par ce questionnaire, même si l'asthme est contrôlé, il faut chercher les facteurs d'évolution défavorables ou facteurs de risque d'exacerbation future. Parce qu'un enfant peut être bien contrôlé sur les 3 mois, mais présenter des facteurs de risque pour qu'il exacerbe dans la semaine ou le mois qui suit. Donc, essentiellement, donc, on va voir. Je suis désolée. J'ai terminé. Donc, voilà, c'est très important là parce que c'est c'est des erreurs que je dois absolument corriger. C'est-à-dire comment on fait le suivi. Donc, l'objectif, c'est de donner une pression thérapeutique jusqu'à obtenir le contrôle. Et le contrôle doit être là pendant au moins 1 mois. Donc, on fait le désescalade. Et on fait le désescalade au moment opportun. Même si l'enfant est contrôlé, on ne va pas désescalader, par exemple, en automne-hiver. Alors, quand on a un contrôle pendant au moins 3 mois, sinon au moins 6 mois, là, on peut désescalader et on désescalade jusqu'à obtenir la dose minima efficace. Parce que pour éviter les effets indésirables, parfois même on peut arrêter le traitement, mais la surveillance continue. Donc, à forte dose, on doit surveiller tous les 3 mois. On doit les revoir. Quand faible et moyenne dose, tous les 6 mois, pas de traitement de fond, tous les 6 mois, au moins 1 fois par an, ne serait-ce que pour voir les facteurs de risque d'évolution favorables, ce sont là. Donc voilà, je passe. Donc je conclus. Ce sont les messages qu'il faut retenir. Donc la pression thérapeutique initiée pour démarrer le traitement de fond chez l'enfant, elle doit être en fonction de la sévérité de la maladie. Et généralement, quel que soit le cas, on parle, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup d'asthme sévère dans notre contexte. C'est généralement le palier 2, c'est l'asthme persistant. Donc, on commence toujours par la très faible dose, comme ça a été recommandé par Gina. Le traitement optimal, il faut assurer un traitement optimal pour éviter les effets indésirables de la corticothérapie, même si inhalé, donc il faut veiller à ce que ça soit bien fait. Le traitement préférentiel à privilégier. Par exemple, si pour les traitements que les parents choisissent, parce qu'on discute le traitement avec les parents pour meilleure observance, parce qu'on préfère donner le traitement alternatif que rien du tout pour ces enfants. Donc, quand ils exigent le traitement alternatif, ils refusent plutôt la corticothérapie inhalée. On propose l'alternative, notamment les antileucotriennes. S'il n'y a pas de contrôle quand vous allez le revoir, il ne faut pas passer au palier avec des fortes doses de corticothérapie inhalée, mais il faut revenir au traitement préférentiel. Donc, maintien du contrôle avant de désescalader 3-6 mois, et puis l'éducation thérapeutique. Et je vous remercie. On comprend ton amour vers la question. Je sais que c'est un sujet qui te fascine, mais on doit respecter le temps pour ne pas sanctionner le reste du programme, les autres orateurs, et de ne pas faire fatiguer la salle. Juste pour rectifier, c'était le laboratoire AstraZeneca qui était derrière ce symposium. On les remercie d'ici. C'est pas Sanofi. Je remercie les laboratoires AstraZeneca. Je suis vraiment désolée pour le soutien de leur symposium. En fait, j'ai terminé 2 minutes avant. D'après mon programme, j'ai terminé 2 minutes. Je suis désolée, je n'avais pas vu les recommandations. Mais j'ai quand même... Je pensais que c'était 30 minutes. C'est bon, moi je fais